Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité, soyez les bienvenus, vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuez à partager, à liker, à commenter la page YouTube et la page Facebook. Ce soir avec nos invités, c'est le titre de l'émission, je vous l'annonce d'ores et déjà, il va s'afficher en bas de votre écran, Algérie, des promesses d'un côté et le peuple de l'autre. Nous allons essayer donc de décortiquer les quelques promesses qu'a encore évoqué Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de son allocution, de cette interview consacrée périodiquement, d'ailleurs c'est régulier auprès des chaînes d'État. Je le rappelle, c'est unique pour un chef d'État, pour un président de la République, puisque c'est un entretien qui a été enregistré et diffusé quelques temps, voire quelques jours après. En général, ça se fait en direct, puisque c'est ça l'exercice d'un président de la République, d'un chef d'État ou encore même d'un ministre, tout simplement, d'un homme ou d'une femme politique. C'est tout simplement de se donner au live, au direct et sans langue de bois, de répondre. Et à ce qu'il n'y a pas d'enregistrement, qu'on puisse l'écouter tout naturellement en même temps lorsqu'il parle. En tout cas, c'est pas le cas. C'est régulier, c'est récurrent en Algérie. Malheureusement, on va revenir donc sur ces quelques annonces. Nous allons essayer de comprendre ce qu'a voulu dire le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, même si on l'a longuement évoqué, notamment sur cette situation de l'éducation concernant la langue anglaise qui devrait être mise en place dans les prochaines semaines en Algérie. Mais nous allons essayer aussi d'évoquer avec nos invités ce dont le président Abdelmadjid Tebboune a totalement oublié de parler, la crise en Europe, l'Ukraine, la main tendue par le roi du Maroc, certainement après que l'interview ait eu lieu, puisque je le rappelle, elle a été enregistrée. Et puis, il n'a pas du tout évoqué, notamment concrètement, la santé, le pouvoir d'achat, des problèmes de première nécessité, comme le lait par exemple en Algérie, les approvisionnements d'eau ou encore les haragas. Ce sont des sujets qui malheureusement n'ont pas été évoqués par le président de la République. Avec nous pour en parler ce soir, le plaisir d'accueillir Boualem Amoura, bonsoir, secrétaire général du SATEF. Bonsoir à tous les téléspectatrices del Magharibiya, tous les téléspectateurs del Magharibiya. Bonsoir à tous vos invités, bien sûr sans oublier les techniciens d'El Magharibiya. Merci de votre invitation. Merci Boualem Amoura d'être avec nous, secrétaire général donc, du SATEF, syndicat autour de l'enseignement. Et je rappelle, vous avez été réélu dernièrement, vous avez eu la confiance donc, des adhérents et adhérentes du SATEF. Avec nous, Hassan Hirej, bonsoir, économiste, analyste politique. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir à votre invité, Boualem, que je félicite pour son élection qui a été vraiment à l'unanimité. C'est un plaisir de savoir qu'il y a sur le terrain des hommes, des femmes comme lui qui se battent pour les droits des Algériens. Surtout qu'il n'est pas si simple, on va y revenir ce soir, notamment avec les mots prononcés, des mots assez difficiles à entendre. Il n'est pas, je vous le disais, donc il n'est pas facile de militer en Algérie, encore moins pour les Algériens et les Algériennes, mais encore moins aussi pour les syndicats, les avocats. Donc effectivement, félicitations à Boualem Amoura qui est sur le terrain depuis maintenant plusieurs années. Donc des mots du chef de l'État Abdelmadjid qui font polémique, qui ont créé la polémique, la colère aussi, l'incompréhension et aussi de la peine, puisque d'après Abdelmadjid Tebboune, les détenus d'opinion est un mensonge du siècle en Algérie. On va y revenir, ils sont aujourd'hui près de 250-300 détenus, c'est-à-dire ce sont ces Algériennes qui un jour ont voulu s'exprimer tout simplement, militer, porter une pancarte, s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Avec nous, devrait nous rejoindre. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir si Boualem ou si Hassan ou téléspectateurs de Magharibiya. À mon tour aussi de saluer, de féliciter Boualem Amoura pour son élection à la tête du SATEF. Effectivement, c'est pas très facile d'être un syndicaliste, encore moins à la tête d'un syndicat comme le SATEF. Bon courage et bonne chance pour sa nouvelle mission.
Merci d'être avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Sans plus tarder, dans un instant, donc place aux invités. Avant de donner la parole à nos invités, juste quelques annonces comme ça qu'a évoqué Abdelmajid Tebboune. Il a fait part de sa volonté de renforcer davantage l'État en vue de préserver la sécurité et inculquer les valeurs de la démocratie. Ce sont des mots forts qu'il a employés. Quand on connaît les problèmes de démocratie qu'il y a en Algérie, ce sont des mots que nous allons bien sûr remettre sur la table ce soir avec nos infirmiers. Il a affirmé aussi que le combat qu'il mène vise à préserver la dignité et la liberté des Algériens. Il a dit clairement que la démocratie et la sécurité du citoyen n'existent que dans un État puissant. Il dit aussi clairement que le combat via les différentes réformes entreprises est celui de restituer, je cite, voire préserver aux Algériens, je le disais, leur dignité. Il s'est engagé aussi, Boualem Amoura va nous en parler, à augmenter les salaires et l'allocation chômage à compter de l'année prochaine. Il a affirmé par ailleurs qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion en Algérie. Maître Aïssa Rahmoun va sûrement nous en dire deux mots dans quelques instants. Il a ajouté que la liberté d'expression est garantie dans le pays à condition qu'elle s'exerce dans un cadre civilisé. Que veut-il dire par là? Il est bien évidemment, je vais y arriver, revenu sur l'ANP. Il parle d'une armée pacifique qui n'a jamais dérogé aux usages internationaux. Dit-il que notre armée est forte et le peuple algérien, si fort, jouit de la fierté nationale et demeure attaché à l'unité nationale. On va y revenir bien évidemment. Il a aussi clairement évoqué le remaniement ministériel donc qui sera amené en temps voulu aux aspirations, à la hauteur des aspirations du peuple. Et il dit clairement, sachez bien sûr que les ministres, notamment en Algérie, créent aussi beaucoup la polémique, sont décriés notamment par rapport à leur position et à leur champ de compétences, à leur savoir-faire. Il dit clairement que le choix des ministres n'obéit pas à la soumission, mais aux critères de la compétence, celle-ci nécessitant l'expérience en priorité. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir une nouvelle fois. Vous avez entendu il y a quelques heures maintenant, c'est dimanche soir, Abdelmajid Tebboune revenir sur ces détenus d'opinion. C'est le mensonge du siècle. Quand vous avez entendu ceci, pour vous, c'est coutumier malheureusement, vous êtes encore une fois en colère et dans l'incompréhension? Oui, tout à fait. Il s'agit d'une violence réellement. Être choqué, c'est la moindre des choses. C'est le moindre des sentiments que d'entendre cette déraison d'un chef de l'État qui dit que les détenus d'opinion sont l'arnaque ou le mensonge du siècle, alors qu'il oublie que le plus grand mensonge du siècle, la plus grande arnaque du siècle, c'est les élections du 12 réellement. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a plus de 250 détenus d'opinion, détenus du Hirak, qui attendent leur procès, soit qui sont condamnés, soit qui purgent leur peine. Et dans ce cas de figure, la visite d'un rapporteur spécial des Nations Unies qui est annoncée pour la rentrée sociale, parce que en fait, il disait aussi que ces détenus sont des détenus de droit commun. C'est-à-dire qu'ils sont classés dans la sphère de la diffamation, dans la sphère d'atteinte à l'unité nationale, dans la sphère de l'incitation à attroupement non armé. Et quand on évoque ces chapitres, quand on évoque ces chefs d'inculpation, ces accusations, ça contredit les textes et les conventions internationales que l'Algérie a ratifiées, où c'est consacré, ou même la Constitution, Tahom, bien sûr, où la liberté d'expression, d'opinion, ou la liberté de réunion, de rassemblement pacifique, ou la liberté de manifestation, ou la liberté d'intégrer des associations, les droits civiques en général sont garantis par le standard international ratifié par l'Algérie, la Constitution et la législation. Il faut savoir que notre régime a cette capacité et ses prouesses juridico-politiques à la fois, parce que le droit et la politique sont télescopés en Algérie contre le peuple, bien sûr, où la diffamation
est venu renvoyer la liberté d'expression. Savez-vous, si Chaban et vous êtes en France, que le président de la République française ou ailleurs dans le monde, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays nordiques, même si tu l'insultes avec des mots vulgaires, avec des vulgarités, des insanités, il n'y a aucun procès qui est intenté à ton encontre. Vous voyez comment qu'on arrive à dépasser, à contourner des engagements internationaux par des mécanismes nationaux qui sont sous la sellette, plutôt sous la case des lois scélérates. Donc ce discours en disant qu'il n'y a pas de détenus d'opinion et que c'est le mensonge du siècle nous donne Maître Aïssa Rahmoun, une réaction. Abdelmajid Tebboune est en place maintenant depuis le 12 décembre 2019. Il avait tendu une main déjà à l'époque envers les personnes qui manifestaient. Il a fait plusieurs annonces. Il est déjà revenu notamment sur certains détenus où il avait évoqué, notamment dans le cadre de la fête de l'Aïd dernièrement, la libération. Régulièrement comme ça, on le voit tout de même jouer sur plusieurs tableaux. Alors là, effectivement, il fait une annonce assez conséquente en parlant d'un mensonge du siècle. Comment il se positionne aujourd'hui, ce chef de l'État, en faisant ces annonces-là, choc parfois, en ignorant aussi certaines problématiques, certains fléaux qui causent la disparition de centaines de milliers, de dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes, comme les Haragas par exemple. À quoi il joue réellement ce chef d'État quand il se donne comme ça à une interview malheureusement enregistrée? Est-ce qu'il fait preuve de sincérité parce qu'il y a tout de même des annonces, on va y revenir, qui sont depuis maintenant qu'il est en place tout de même de bonne volonté, mais on voit tout de même qu'il n'y a rien de concret, on ne va pas se le cacher. Comment vous le positionnez? Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un jeu. Quand on est chef de l'État, et quand on est issu d'une élection présidentielle qui est très contestée, il faut avoir l'art et la manière. Être un seigneur, s'élever à la hauteur de l'art politique pour avoir une crédibilité sociale, pour essayer de pénétrer les cœurs et la raison des Algériens par des mesures d'apaisement claires, nettes et précises. Il a annoncé effectivement à plusieurs reprises sa volonté, je parle du chef de l'État, de tendre la main, de libérer les détenus et libérer même les détenus des années 90. C'est très important. Mais est-ce qu'il est maître de sa décision? Est-ce qu'il est maître de ce qu'il dit? Est-ce que c'est lui qui prend les décisions? Est-ce que c'est il faut le dire, on n'a jamais eu un pouvoir civil en Algérie. On a toujours eu des façades qui servent à la consommation, à la commercialisation politique internationale et à la domination nationale. Et tous les présidents qui ont accepté d'être désignés, quand on est nommé, c'est la même personne qui te nomme, qui te dégomme en fin de compte. Le même sort sera réservé au chef de l'État. Mais dire qu'il a ouvert les portes aux détenus pour intégrer la vie sociale, intégrer leur foyer, intégrer la vie politique en général, c'est un leurre. Pourquoi? Parce que ça nous renseigne déjà d'une chose, qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Quand un chef de l'État dit clairement, et là il parle aussi de démocratiser, des vertus de la démocratie. Quelle est la vertu de la démocratie dans un pays où l'APN, l'instance législative, n'est pas indépendante? Quand l'instance judiciaire, les institutions judiciaires ne sont pas indépendantes. Quand aujourd'hui, dans les rues, des Algériens s'entretuent pour un sachet de lait. Quand aujourd'hui, des milliers, on a eu le chiffre d'une ONG espagnole, plus de 800 Algériens, pendant les 6 derniers mois, qui ont traversé la Méditerranée en direction de l'Espagne. Il parle des vertus de la démocratie, de la construction d'un État de droit. C'est choquant, voire violent à l'égard des Algériens que d'insulter leur intelligence. Restez avec nous, Maître Rahmoun.
Faites bien de le souligner, mais on va en parler des haragas. Sachez que mardi dernier, c'est près de 260 Algériens qui se sont retrouvés donc sur les côtes espagnoles. Et on parle d'un chiffre notamment pas loin de 200 en ce début de semaine, en ce mardi. Donc c'est-à-dire hier précisément, selon le ministère de l'Intérieur espagnol. On va en parler puisque Abdelmadjid Tebboune a totalement, et d'ailleurs c'est récurrent malheureusement, puisque c'est un sujet qui est totalement ignoré maintenant depuis qu'il est en place, et c'est l'un des sujets les plus importants. Et on peut le rappeler que lors de février 2019, il y avait cet espoir, cette lueur. Eh bien, les chiffres l'ont prouvé. Il y avait quasiment plus du tout de halagas, c'est-à-dire que ce sont ces Algériens, ces Algériennes qui quittent leur pays pour aller trouver liberté et vivre mieux ailleurs. On va écouter ici Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de cette interview enregistrée qui revient et qui nous parle d'un mensonge du siècle. يعني ما يعنيش المسجونين لا 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 ما يعنيش لا المسجونين رانا اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الشمال وداخل قبة البرلمان فقط سيطرة. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. انت الوظيفة تاعك ما يعطيكش حصانة باش تشتم فلان ولا تشتم الأمير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدولة ولا مهما كانت صفتك. Microscope ce soir donc consacré aux promesses du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune et surtout ce dont il a totalement oublié de parler. On en parle avec nos invités. Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF, bonsoir une nouvelle fois. Vous pouvez revenir bien évidemment sur ce que vous avez entendu, mais je voulais aussi vous avoir, puisque vous êtes en Algérie, vous vivez dans ce magnifique pays que nous aimons tant. Avant de revenir sur cette sortie, sur l'anglais, d'ailleurs vous avez répondu en tant que secrétaire général du SATEF, vous avez fait totalement une déclaration en disant clairement qu'il n'était pas possible que dans 6 semaines, l'Algérie soit prête à mettre en place un enseignement dans les 20 000 écoles élémentaires en Algérie. D'ailleurs, pour tout pays en général, en 6 semaines, on n'a pas vraiment le temps de se retourner. Mais avant d'évoquer donc cette langue anglaise qui devrait être amenée à remplacer le français, Jameldine Benchenouf en a consacré toute une émission hier. D'abord, comme j'ai l'habitude de vous demander, en Algérie, la situation, elle est comment pour les Algériens et les Algériennes? Je sais que je suis bien placé pour le savoir, je l'ai vécu. Il est encore très difficile de trouver de l'eau. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour les denrées alimentaires de première nécessité. Comment vit le peuple algérien aujourd'hui? Merci encore une autre fois. Merci pour les félicitations de tous les camarades. Je sais que c'est une mission rude, difficile en Algérie. La preuve que nous n'avons eu la présence d'aucun, on a invité, c'est le protocole, aucun représentant du ministère ni de la direction de l'éducation, alors qu'ils ont été ailleurs chez les nouveaux syndicats. Je passe. Pour la situation des Algériens, elle est toujours la même. À chaque fois que l'on termine avec une petite pénurie, il y a une autre qui arrive. Mengela disait, donc on est là à chaque fois à dépasser une montagne et on est confronté à une autre montagne. À quand une vie prospère en Algérie? Parce qu'on oublie de parler de la prospérité en Algérie. On parle de vie décente et tout. Non, mais nous avons le droit. Je parle en tant que syndicaliste, en tant que fonctionnaire dans ce pays. Jusqu'à quand allons-nous rester comme ça, à vivre dans l'espoir, si j'ose dire, entre guillemets, parce que cet espoir, il est perdu. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Au mois de août, les travailleurs devraient être en vacances, et les vacances, c'est pas rester à la maison. Et j'ai répondu à un journaliste qui me posait la dernière fois la question, où passent les fonctionnaires de l'éducation en leurs vacances? J'ai répondu sèchement à la maison, parce que notre salaire ne nous permet pas d'aller même en vacances en Algérie. Et si vous allez dépenser la petite épargne de peut-être 40 000 dinars
Parce que vous ne pouvez même pas aussi en Algérie partir en vacances. Parce que partir en vacances, c'est pas prendre un casse-croûte et aller à la plage. Depuis plusieurs... Boualem Amoura, vous faites bien d'en parler, c'est le quotidien concret des Algériens et des Algériennes, mais depuis plusieurs mois, tout de même, à chaque fois, il en parle de ce chômage, il en parle de cette retraite, il en parle de ces salaires, Abdelmadjid Tebboune. Vous les prenez comment maintenant, ces annonces? Il en a encore parlé il y a à peine 72 heures en parlant d'augmentation de chômage, d'augmentation de salaire. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on vous invite, malheureusement, vous évoquez ce sujet. Est-ce que réellement, Abdelmadjid Tebboune a les moyens? Est-ce qu'il y a réellement un projet économique, social, politique en Algérie pour mettre en place ces augmentations, par exemple, et permettre aux Algériens et aux Algériennes de vivre dignement et normalement? Oui, les moyens il y a en Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un pays riche, mais il y a un mauvais partage de la rente des richesses et partage des richesses en Algérie. Il y a des gens qui vivent à outrance avec des véhicules de, je ne sais pas, de 2 milliards qui vont en vacances chaque matin. Il rentre, il va sur Paris, il revient l'après-midi. Mais d'autres, comme les corps communs, et la majorité des fonctionnaires. Vous pensez que le directeur d'un établissement scolaire en Algérie, ou même un médecin, il a le droit de prendre ses enfants et d'aller en vacances? Non, comme nous le faisions dans les années 80. Il y a une inflation galopante. Il y a une érosion du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, si Tebboune parle d'augmenter les salaires, il ne va pas augmenter comme il a fait la dernière fois. Parce qu'il ne fait qu'essayer de rattraper le retard qu'il y a dans ces salaires-là. Nous n'avons pas le salaire réel en Algérie. C'est-à-dire que l'inflation, depuis maintenant plus de 7-8 ans, elle a érodé le pouvoir d'achat. Donc, toute augmentation ne s'appelle pas une augmentation. C'est en quelque sorte, nous avons demandé notre droit et jusqu'à présent, il part de janvier 2023. Je sais que les travailleurs ne peuvent pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la rentrée sociale, la rentrée scolaire. Vous savez, une rame de papier, elle fait actuellement 900 dinars. Une rame de papier. Et vous savez que tous les articles scolaires, si je parle de cahiers, de livres, ils sont produits fabriqués à base du papier. Quand vous avez des stylos, lorsque j'avais organisé mon congrès, donc il fallait acheter des petits calepins, des stylos et tous les autres articles, mais j'ai trouvé qu'ils ont presque des fois triplé. Les choses ont triplé. Donc à la rentrée scolaire, on va avoir des prix inabordables pour les couches les plus défavorisées en Algérie. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un déficit, entre guillemets, pour les salaires depuis maintenant 2012 que les salaires n'ont pas été augmentés et tous les produits ont augmenté. Ces jours-ci, on voit le poulet qui fait dans les 480 jusqu'à 500 dinars, la banane qui fait 1000 dinars. Eh bien, comment partir en vacances? Qu'est-ce que je vais prendre avec moi en vacances pour aller à la plage? Parce qu'à aller à la plage, c'est pas... La cause, c'est bien de rappeler ces constats, même si souvent on nous dit les constats sont faits, mais c'est tout de même important de rappeler des tarifs comme ça qui permettent notamment à ceux qui nous regardent de se positionner. Sachez qu'en Algérie, en gros, le SMIC, le salaire minimum, est aux alentours de 20 000 dinars, pour vous dire, voilà, quand on a une ramette de papier à 950 dinars, vous voyez à peu près la proportion. On pourrait en parler longuement, mais avant de donner la parole à Hassan Hirej, Boualem Amoura, depuis 2012, les salaires sont gelés. La cause, selon vous, elle est où la cause? C'est un pouvoir politique, un système qui ne sait pas travailler. Il n'y a pas eu de projet politique sur du long terme, sur du moyen et du long terme. Il n'y a pas de redistribution de richesse. Il y a aussi cette économie informelle qui existe aussi en Algérie, qu'on le veuille ou non, qui prend aussi des proportions importantes. La cause, selon vous, depuis toutes ces années où les salaires n'augmentent pas? La cause, c'est l'illégitimité. Moi, j'ai posé la question au cadre de l'État qui est dans les finances et je lui ai parlé indirectement, est-ce que c'est un problème d'argent? Il me dit non, c'est un problème de légitimité. Quand vous avez un pouvoir illégitime, eh ben, sachez que la gestion des affaires publiques ne sera pas juste et légale. Vous aviez parlé, lui, il a parlé d'un État puissant, mais un État puissant envers l'étranger.
Mais au niveau interne, on devrait plutôt parler d'un État juste qui défend les citoyens. C'est pas de surveiller et piller quotidiennement les citoyens et à chaque fois s'attaquer et mettre de la pression à ce citoyen. Vous parlez tout à l'heure, Maître Aïssa Rahmoun est mieux placé que moi, mais j'ai subi les affres de la justice et je sais que je vais encore en subir les affres de la justice. Quand vous arrivez devant un juge et qu'il vous dit wesh et vous êtes condamné, et des fois on ne me demande même pas de m'identifier parce que ça va à l'avance, voilà Marmora. Donc c'est tout ça qui fait que nous ne vivons pas bien. La redistribution équitable des richesses du pays aussi, alors que l'on parle de l'Algérie a engrangé cette année des milliards de dollars, on commence l'exploitation de la mine de Béchar, et encore nous avons d'autres richesses. Je parle ainsi, c'est pas pour exploiter ces richesses et les manger. Le problème, il est là. Donc, la compétence de certaines économies, de certains conseillers. Merci. Il faut avoir une vision patrice, lointaine de la gestion des affaires de l'État. Il faut investir vraiment. Mais là, quand vous avez la bureaucratie, vous arrivez devant un petit chef de service et qui vous bloque et vous n'avez même pas où aller. Bien sûr, vous la montez. Si vous élevez la voix, eh bien, on vous est en justice et on vous dit Restez. Le problème, c'est dans la méthode, la manière de gouverner. La méthode et la manière de gouverner, c'est pour ça que souvent on revient sur cette question de projet politique, hein, de travail ensemble sur la durée, bien évidemment, en faveur des Algériens et des Algériennes. Hassan Hiresh, économiste, analyste politique, une réaction sur ce que peut-être vous venez d'entendre. Vous avez aussi lu et entendu le président Abdelmadjid Tebboune. Ça vous évoque quoi? Aussi peut-être une colère, une fausse main tendue, un peuple qui est toujours dans la même situation au quotidien, et puis peut-être aussi d'un côté il a évoqué d'ailleurs ces Jeux méditerranéens d'Oran, aussi ce défilé militaire, et il a dit clairement qu'après ces deux gros événements, l'Algérie ne serait plus vue comme elle a été vue, mais on voit encore une fois qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a d'un côté des événements grandioses, effectivement, où nous en avons pris plein la vue, et puis d'un côté un peuple qui est tout de même dans la douleur et la souffrance au quotidien. Écoutez, moi, personnellement, le discours de M. Tebboune ne me choque pas du tout. C'est un discours d'un président d'un pays non démocratique, d'un pays de dictature. C'est-à-dire qu'il va dire que tout va bien, il va dire qu'il y a une liberté d'expression, il va dire que tout marche bien, que le pays est puissant, qu'il a respecté tout le monde, que la société et son armée, ils sont en osmose, que le pouvoir public et la société, il n'y a pas plus cohérent que ça. Il va tout enjoliver. Comme il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de contradiction. Moi, à la limite, ce qui m'a choqué, la flagornerie du journaliste. C'est-à-dire, il est là vraiment comme une machine à brosser dans le sens du poil, et qui pose des questions, évidemment, qui lui a été proposé de poser, et qui, évidemment, n'ont aucune espèce de possibilité de critiquer le moindre mot, la moindre expression, la moindre idée du président qui l'interviewe. On voit très bien qu'il y a une espèce de mal à l'aise, de langue de bois de part et d'autre, etc. Donc, c'est un discours qui revient depuis, en réalité, 60 ans. Quand il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, par exemple. Eh ben, c'était pareil, hein, Ben Bella. Alors que des gens comme Hossein Ait Ahmed étaient en prison, Ben Bella disait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et Bouharouba disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques alors que Ben Bella était en prison. Et Chadili, c'était pareil, il disait qu'il n'y avait pas de prisonniers d'opinion, alors que Maître Ali Yahya Abdennour et ses coéquipiers de la Ligue algérienne des droits de l'homme étaient en prison. Comment il s'appelle les 2 décennies de Bouteflika, c'était exactement pareil. Et maintenant, on aborde
les 5 ans de Tebboune, eh ben c'est le même discours, c'est-à-dire on est dans la négation la plus totale. Vous savez, ça relève plus de la psychologie que de la politique. Par exemple, On voit tout de même je vais vous dire, en psychologie comportementale, lorsque on est dans un tel déni, qu'on vous dit il n'y a pas de prisonniers politiques, ça veut dire qu'il y a des prisonniers politiques. C'est comme si je vous disais, Monsieur Chaban, n'imaginez pas un chat noir. Il n'existe pas de chat noir. Qu'est-ce que vous allez voir? Tout de suite, vous allez voir un chat noir. Et donc là, quand il dit il n'y a pas de prisonniers politiques, ça veut dire qu'il dit à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des prisonniers politiques. Ça me semble évident. Donc, le déni, c'est toujours en psychologie l'inverse de ce qui est exprimé. Alors en parlant, Hassan Hiraj, vous gardez la parole. En parlant de ce déni tout à l'heure, je posais aussi un peu la question aux deux autres invités. Comment vous le positionnez aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune? Il est président. Il est président en Algérie, il est chef de l'État, même si on connaît et on sait dans quelles conditions il a été élu, son investiture, les résultats aussi électoraux, l'abstentionnisme, l'appel au boycott et les bureaux de vote et les urnes qui étaient totalement vides. Néanmoins, il est président. Il y a des mots qui reviennent souvent, le déni par exemple, on peut dire aussi parfois que il vit aussi dans deux mondes différents, il a aussi du mal à s'offrir un bain de foule, dans le cadre de Wilaya, etc. Comment vous le positionnez aujourd'hui? Notamment, on sait que le chef d'état-major Saïd Chengreha dernièrement a encore appelé notamment les Algériens à suivre la main tendue du président algérien, donc Tebboune. Est-ce qu'il est ce déni aujourd'hui, ces réponses qu'il donne à ce confrère journaliste, est-ce qu'il est aujourd'hui guidé ou est-ce qu'il a tout de même, il tient les rênes? On voit tout de même qu'il a pris de l'assurance, il a pris de l'embonpoint et on voit tout de même qu'il a pris de l'assurance. Est-ce qu'aujourd'hui il est aux mains, il a les manettes de ce pays ou est-ce qu'il est encore guidé comme le disent certains analystes? Vous savez, dans un cas comme l'Algérie et beaucoup d'autres pays, il faut analyser ça en termes systémiques. C'est-à-dire que dans ces pays-là, il n'y a pas un président au sens classique du terme, mais il y a un responsable d'un système qui a été placé là et qui permet justement de tourner en rond, et qui permet donc la reproduction du scénario comme nous l'avons connu depuis 1962, c'est-à-dire qu'il joue le rôle qu'il doit jouer dans ce système pour que le système dure, pour que ce système... dans les premières années de l'indépendance, c'était un système militaro-FLN et qui maintenant est un système militaro-affairiste. Et donc, en réalité, chacun joue son rôle, aussi bien au niveau de l'état-major, je parle de ceux qui, évidemment, sont gradés et qui ont le rôle de décideur, parce que tous les gradés n'ont pas le rôle de décideur, n'ont pas leur mot à dire, malheureusement. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Tout le monde sait dans quelles conditions il a été élu. Tout le monde sait dans quelles conditions l'Assemblée nationale a été élue. Tout le monde sait dans quelles conditions les assemblées populaires des communes et des wilayas ont été élues. En fait, c'est une architecture institutionnelle totalement schizophrénique. C'est-à-dire, on élit un maire, mais c'est le chef de Daïra qui a le pouvoir. On élit un président d'APOE, c'est le Wali qui a le pouvoir. On élit une assemblée nationale, mais c'est l'exécutif qui a le pouvoir sur elle. Et on élit un président, c'est un cabinet noir qui a le pouvoir. On élit même toutes les institutions, même un président d'une société nationale, d'une université, etc. On les désigne et qui n'ont malheureusement pas le pouvoir, etc. Donc tant que il n'y a pas de transfert de pouvoir vers les institutions, tant que c'est toujours derrière que le véritable pouvoir se passe, comme nous l'avons connu de façon flagrante avec le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika en l'occurrence. On voit que ce ne sont pas
les hommes des institutions qui décidaient, eh ben, aujourd'hui, on est dans ce cas de figure, malheureusement, et nous le sommes depuis 1962. Donc, il n'y a malheureusement pas à s'étonner de la nature des discours que nous entendons et qui sont les mêmes, que ce soit ceux du général Chenguiriha ou ceux de Abdelmajid Tebboune. Je ne vois pas beaucoup de différence. Le ton est différent. Il y a un qui utilise un peu plus l'arabe algérien alors que M. Chenguiriha lit un discours dans un arabe moyen-oriental et dans un accent moyen-oriental. En tout cas, il s'efforce d'avoir un accent moyen-oriental. On a vu d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez y venir, on a vu comment aussi il a parlé de la réunion prochaine à Alger des pays arabes. On a vu cette contradiction où il parle des pays frères, de la famille arabe, de la nation arabe, etc. Alors que 2 lignes plus loin, il dit que l'avenir de l'Algérie, c'est dans l'Afrique, c'est essentiellement l'Afrique, mais à aucun moment, il n'a utilisé le terme de frère pour les Africains, ni de pays frères, ni de famille africaine frères, etc. C'est-à-dire qu'on voit en réalité, comme on disait du temps de Bukharouba, il clignotait à gauche, mais il tournait à droite. Et c'est pareil aujourd'hui, nous sommes malheureusement sous l'influence des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis essentiellement. Et donc, je ne connais pas exactement la marge de manœuvre de l'Algérie officielle, mais on a vu comment des lingots d'or ont circulé. Le témoignage de Ahmed Yahya n'est qu'un petit témoignage. Donc, à partir de là, à partir du moment où la corruption est toujours là, qu'on a parlé de la lutte contre cette corruption, mais rien n'a été fait. À partir du moment où on parle de la lutte contre la bureaucratie, mais on est en plein dedans, on est vraiment dans la sclérose institutionnelle, dans l'immobilisme, l'inertie politique, économique, culturelle, linguistique, etc., etc. Et ce qui me... Restez. J'allais dire ce qui mais malheureusement ne me fait pas rire, c'est l'introduction de... Je vous laisse terminer votre phrase, Hassan Harash. Je vous laisse finir votre phrase. Ce dernier point là, si vous permettez. C'est juste que j'aimerais revenir vers vous après. Allez-y. Juste sur ce point de l'anglais à la rentrée, malheureusement en tant qu'enseignant, ça me chagrine énormément. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Il y a 2 choses. D'abord, ça va être de l'improvisation, comme ça a été pour l'introduction de l'arabe. Il y a 40 ans de cela, et on voit l'échec. Alors, je vous pose la question. Il nous reste un peu de temps. Je vais revenir sur un deuxième tour avec Maître Rahmoun et Boualem Amoura. Je vous pose la question. C'est une décision politique, selon vous? Alors, on a bien compris que c'était totalement utopique, en l'espace de 6 semaines, de pouvoir organiser des professeurs d'anglais formés. Boualem Amoura va nous en dire 2 mots par la suite, à ce qu'il y ait un enseignement. Bon, d'un point de vue général, on l'a tous compris, mais est-ce que selon vous, c'est une décision politique ou c'est vraiment un projet éducatif pour faire en sorte qu'en Algérie, il y ait un pays avec des élèves qui demain, car on rappelle que c'est de l'élémentaire, c'est les petits, et c'est là où l'apprentissage de base se fait? C'est une ineptie politique. Ce n'est même pas une décision, ça, c'est une non-décision. D'abord, un premier point, on nous dit, et lui-même le répète, que l'anglais c'est une langue scientifique et pas le français. Alors, qu'on nous explique qu'est-ce qui fait que le Royaume-Uni n'est pas en avance sur la France, que ce soit dans les sciences biologiques, aéronautiques, aéronavales, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans n'importe quel domaine, à part la finance, aucun domaine ne surpasse la France si on la compare à l'Angleterre. Évidemment, si on compare la France aux États-Unis, évidemment, il y a une avance, mais ce ne sont pas les mêmes échelles. Par contre, on peut tout à fait comparer les niveaux de science du Royaume-Uni avec celui de la France. Et il n'y a aucune espèce d'avance du Royaume-Uni, bien au contraire,
c'est un pays qui est en train de prendre énormément de recul par rapport à la France. Et c'est des milliers de Britanniques qui viennent se faire soigner en France parce que la médecine en France est beaucoup plus efficace, sans parler d'autre chose. Donc ça, c'est un premier point. Ouais. Je vous laisse vraiment terminer rapidement parce que malheureusement, sinon je ne pourrais pas prendre les autres invités. Je vous laisse finir très, très vite, Hassan Harash. Merci. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, cette décision est contre l'immigration algérienne. Quand on sait qu'il y a 5-6 millions d'Algériens qui vivent en France et qu'on veut couper donc les Algériens de leur immigration, parce que c'est une immigration qui se bat pour les droits des Algériens, c'est une immigration qui s'organise, qui dénonce très souvent les exactions, les emprisonnements, qui manifeste, etc. Donc le meilleur moyen de couper les Algériens de France, de leur pays d'origine, c'est effectivement de mettre l'anglais à la place du français, de façon à satisfaire les pays du Golfe. Merci Hassan Harash. Je reviens à vous, Aïssa, Maître Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Une question peut-être pour vous. Il y a des sujets d'abord qui n'ont pas du tout été évoqués par Abdelmadjid Tebboune. Alors Hassan Harash évoquait l'interview proposée par notre confrère, une interview enregistrée. On peut imaginer effectivement que malheureusement les questions elles aient été dictées et préparées. Les Haragas, le Maroc, l'Ukraine n'ont pas été évoqués. Une réaction peut-être là-dessus, mais aussi peut-être cette acceptation, ce silence de certains partis même d'opposition, certains partis qui se disent pro Abdelmadjid Tebboune qui n'ont pas réagi, l'Assemblée n'a pas réagi, certains partis d'opposition n'ont pas réagi à cette dernière interview, comme par exemple cette arrivée de cette langue anglaise dans les écoles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un statu quo, peut-être aussi un désespoir, une acceptation en Algérie? Un statu quo, une acceptation, oui, tout à fait. Pourquoi? Malheureusement. Malheureusement. D'ailleurs, on a reçu aujourd'hui l'information que le MDS, il y a une action menée contre le MDS, une action en justice, pour la fermeture du siège de ce parti. Alors le MDS, c'est le parti de Fethi Harras. De Fethi Harras, c'est que sa conjointe, Madame Harras, est aussi convoquée par la police judiciaire à l'effet d'une enquête et d'une affaire qui lui est intentée. Ça d'une part. D'une autre part, le RCD qui s'est vu à chaque fois interpellé pour ses activités au siège national de ce parti, vous voyez qu'il y a une action contre tous les partis qui ont été dans le Hirak, qui ont été avec le peuple, qui ont engagé leurs avocats, leurs sièges, leurs partis politiques dans le soutien à la cause populaire. Force est de constater, et ça c'est vraiment dommage, que le Front des Forces Socialistes, qui était un parti qui a l'aboutissement de la philosophie de Hussein Ahmed, l'aboutissement de l'école de Hussein Ahmed, était le Hirak. Le FFS était créé réellement pour ce Hirak, comme disait Abdelwahab Farsawi, président du RAJ, à l'occasion de ma visite l'Ando qui can في الحراش, il me disait, Aïssa, le RAJ était créé justement pour le Hirak. Le FFS aussi, je pense qu'il était créé pour le Hirak. Maintenant, la responsabilité historique de tout un chacun va très vite rattraper ces chefs de parti, ces coordinateurs de parti, ces responsables ces chefs de file de l'opposition. Ils ont une vue plus éclairée que nous, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, dans la mesure où, aujourd'hui, le pays est à genoux sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan de la cohésion sociale, sur le plan politique. On est toujours dans la crise. Et un parti politique d'opposition, de surcroît de gauche, a le devoir éthique, a le devoir moral et politique à la fois, d'être un éclaireur, d'être à l'avant-garde des luttes des couches les plus démunies de la société, d'être à l'avant-garde de la défense, d'être à l'avant-garde des droits de la personne humaine, des droits humains.
d'être à l'avant-garde des syndicalistes, d'être à l'avant-garde de ce qui représente progrès social et demande de progrès social. Force est de constater aujourd'hui que Katb Yassine disait la chose suivante. Il disait que j'ai connu des hommes qui ont refusé de plier devant la torture et la prison. Ils se mettent à genoux devant le luxe et le confort. Aujourd'hui, il y a une nouvelle reconfiguration politique établie bien sûr par le régime qui est en place. Que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sociétal, sur le plan économique, avec l'avènement de nouveaux riches, de nouvelles bourgeoisies, mais aussi l'agrément réservé aux nouveaux syndicats, aux nouvelles associations. Je vous donne un exemple, il y a un siège de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme qui est ouvert à Tunis. Voilà ce qui arrive en Algérie, c'est qu'ils sont en train de créer aussi une nouvelle Ligue algérienne de défense des droits de l'homme pour dire que, voilà, en fin de compte, l'activité de la Ligue va être gelée. Et tout le monde se tait. Et en particulier l'opposition. L'opposition traditionnelle. Je parle de l'opposition traditionnelle qui s'est remise en cause. Aujourd'hui, la situation socio-économique, vous savez, quand il y a crise économique, les partis de gauche trouvent leur philosophie, c'est ça les règles de la politique. Aujourd'hui, on voit en Algérie, force est de constater, c'est très malheureux de le dire, que les partis de gauche se sont trahis. Ils se remettent en cause. Ils ne veulent plus assumer leur mandat de partis pédagogiques, de partis lucides, de partis qui cherchent la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Aujourd'hui, j'aurais aimé que ceux qui ont rencontré Abdelmajid Tebboune au palais de Mouradia, enfin ceux qui ont rencontré l'intermédiaire du régime politique qui décide en Algérie, des vrais décideurs. Aujourd'hui, j'aurais aimé qu'ils disent, en fin de compte, le chef de l'État a menti. Il y a des détenus d'opinion. La situation socio-économique est désastreuse. La situation culturelle est désastreuse. La situation des libertés privées et publiques est désastreuse. On est dans la merde. Il faut le dire comme ça. L'Algérie aujourd'hui est à genoux. Faute de qui? Faute du régime et de la complicité et la complaisance. Merci. De la société civile qui sont très nombreux, mais aussi de l'opposition démocratique. Merci Maître Rahmoun. On va terminer avec Boualem Amoura. On a entendu, et je pense que vous êtes mieux placé aussi vous êtes aussi bien placé que Maître Rahmoun pour le dire aujourd'hui. Effectivement, les Algériens sont face à un quotidien de plus en plus difficile avec cette révolution qui est toujours un peu on va dire dans la sérénité et l'apaisement en termes d'action, mais qui n'est pas terminée. Alors d'abord, peut-être un mot sur le retour sur cette langue anglaise dans les écoles. Et puis, dans un deuxième point, comment vous voyez la suite, Boualem Amoura? Est-ce que plus de syndicats vont se réveiller? Le peuple sera à nouveau dans la rue à quelques mois maintenant d'une échéance électorale, puisque les prochaines présidentielles, ça arrive bientôt, c'est en 2024. Comment vous voyez la suite? On va terminer avec vous. Merci. Pour l'anglais, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème d'enseignement d'anglais en Algérie, parce que nous enseignons l'anglais en Algérie à partir de la première année moyenne, collège. Donc, il n'y a pas de problème d'enseignement de l'anglais pour ceux qui disent qu'il faut passer à l'enseignement de l'anglais. Maintenant, on parle de l'enseigner au primaire. Le communiqué du Conseil des ministres du 19 juin, il parlait d'introduire l'anglais, mais après une étude approfondie. Et malheureusement, hier, on découvre avec stupéfaction qu'il y a une précipitation dans cette décision. C'est-à-dire qu'on appelle tout de suite les licenciés en anglais et les interprètes en anglais de venir déposer leur dossier. Ils seront bien sûr recrutés en tant que contractuels. Ils vont s'ajouter à la grande meute, si j'ose dire, des contractuels, de plus de 30 000 contractuels dans les différentes matières, bien sûr, qui sont pas payés depuis plus de 2 ans dans certaines wilayas, et alors qu'ils devaient être payés mensuellement, ce n'est pas le cas. Des femmes qui sont déplacées dans d'autres wilayas
Ils n'ont pas de quoi vivre parce qu'ils n'ont pas été payés depuis plus de 2 ans. Et puis on se pose la question, est-ce que nous allons enseigner l'anglais ou enseigner en anglais? C'est-à-dire, est-ce que nous allons enseigner les matières scientifiques en anglais? Parce qu'ils parlent de langue de science, si j'ose dire, pour l'anglais. Eh bien, en Égypte, on enseigne l'anglais. Les pays du Golfe, c'est pas pour autant qu'ils sont des puissances mondiales, si j'ose dire. Le problème, ce n'est pas dans l'enseignement d'une langue. C'est les moyens qu'on met pour cette langue pour aller de l'avant. Et vous avez vu que la Tamazight, par exemple, qui est décrétée depuis maintenant plus de 4 ans langue nationale et officielle, malheureusement, on ne lui a pas donné tous ces moyens pour être une langue nationale et officielle. Nous avons aussi 20 400 écoles primaires en Algérie. Est-ce que tous les élèves de ces classes-là, de ces écoles-là, auront droit à l'enseignement de l'anglais, ou est-ce que certaines écoles seulement, c'est-à-dire que nous allons créer une discrimination comme ils ont fait avec l'annonce des tablettes, c'est-à-dire doter 1600 écoles primaires sur 20 400, ça ne représente même pas 8% des écoles primaires, ça veut dire qu'il y aura 2 classes. La classe des gens qui ont et les tablettes et qui étudient l'anglais, et une autre classe des Algériens au fin fond du désert, dans les hauteurs des poids et de la Kabylie. Ce 2 poids 2 mesures. Je vous ai posé la question, donc je ne peux pas ne pas vous laisser répondre. Une toute petite minute sur la suite demain. Est-ce que vous voyez tout de même un regain d'un peuple qui va se retrouver main dans la main à nouveau pour revendiquer un peu ses droits avec ses pancartes, un changement de système, une vie normale en Algérie? Comment vous voyez un peu la suite? Une petite minute, mais on va se retrouver dans les jours qui viennent pour en parler, j'en suis sûr. Voilà, le générique est parti, je vous laisse répondre. Je ne perds pas espoir parce que après le 22 février 2019, il y a eu un éveil en Algérie. Moi, je rencontre des gens dans d'autres wilayas et la preuve que dans les différentes élections précédentes, il n'y a pas eu un engouement. Donc l'Algérien, certes, il aime son pays, mais aussi il aime vivre dans la dignité. Et moi, je sais que les Jeux prochains seront, je ne sais pas le meilleur, parce que le phénomène de Haranga, Merci Boualem Amoura, excusez-moi, le générique était après parti un peu trop tôt. Merci à l'équipe Abdellah qui me dit mais non, puisque le temps faut le respecter. Et à Rada et à Karim en régie de m'avoir accompagné. Le titre de l'émission, des promesses d'un côté et le peuple de l'autre. Il fallait mettre en exergue ce peuple qui fait face à un quotidien et puis aussi un chef de l'État qui fait des promesses. Et des promesses. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Abdelmajid Tebboune, non, certainement dans l'actualité, mais vous retrouverez ici Jameldine Benchenou. Je vous souhaite une belle soirée sur El Marabi.